c'est la sirène du jeu de rôle. Préparez-vous à rouler des dés. Préparez-vous à vous amuser, préparez-vous à jouer. Avec Pierre-Louis. Pépé! Et Jérémy. C'est notre podcast d'action bonus filmé en présentiel! What? Ce n'est pas un hologramme. Exact. Alors, si vous nous écoutez sur YouTube, vous pouvez voir nos faces. On n'a pas prévu de visuels spéciaux. On n'a pas d'accessoires, mais on s'est dit que ce serait le fun, tant qu'à être tous présents, de vous montrer nos faces. Ouais. Parce que Tout de même. quoi de mieux qu'une face? Quoi de mieux que 3 faces? 3 faces, 4 faces? peut-être. Peut-être. Ou un dé à 20 faces? J'y allais. Je m'enlignais, là. J'étais Charbonnet. santé. Ben oui, écoute, et on a profité du fait qu'on était tous ensemble dans la même location physique pour vous proposer une discussion autour du sujet les univers de jeux de rôle. Qu'est-ce qui vous donne le goût de jouer à l'intérieur d'un monde? Que ce soit un monde homebrew, donc fait maison par le maître de jeu, ou un univers du commerce populaire célèbre, peut-être même un univers de romans comme... J'étais pour dire Star Wars, mais c'est vrai, il y a des romans de Star Wars, tu sais. On va en discuter aujourd'hui. Mais avant, bien sûr, on va faire le petit tour de nos horizons ludiques. Qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'on teste récemment. Et après ça, ben, on va se lancer là-dedans, dans ce grand débat. C'est le voyage dans l'imaginaire. Vas-y, Hey, je suis peut-être en retard sur ce train-là, mais moi, là, j'ai commencé à écouter Dark. Hey, shit, Série sur la Netflix. série allemande. La série allemande. Wow. C'est tellement bon. Je suis vraiment un fan de slow burn. Je suis vraiment un fan de soit un mélange de paranormal et de science ou un mélange de magie et de science. Ok. Ça, là, on parle d'univers puis de trucs. Là, je fais déjà un petit parallèle avec moi, ma réponse tantôt. Mais quand tu mélanges un truc où ce que la magie ou des trucs qui sont pas supposés d'être serait peut-être possible dans notre univers. Par exemple, mettons The Last of Us, qui prend un champignon qui existe dans notre monde et qui le fait évoluer dans une condition où quelque chose pourrait dégénérer. Je trouve ça tellement cool. Ça me permet d'embarquer dans ce réalisme magique-là. Comment Fait que- tu pitcherais Dark? Ouais, c'est quoi? Ou juste comme... Dark, c'est une espèce de thriller scientifique qui mêle voyage dans le temps et univers glauque. OK. Je sais pas. Comme Voyage enquête. dans le Ah, ouais, enquête, voyage dans... un peu, ouais. C'est très enquête. C'est très enquête. C'est vraiment, puis je dis slow burn. C'est un peu genre, je sais pas, dans le mood que je reçois, je suis genre à 2 épisodes, j'ai genre une vibe un peu Stranger Things-esque. Ah, OK. Parce que les enfants sont beaucoup de l'avant-plan aussi. L'enfance est très présent, mais il y a quelque chose de super Severance dans l'espèce de genre, oh, on te montre une affaire vraiment fuckée, quelqu'un qui écoute des tunes des années 90, 80, attaché Ça, à une c'est fucké. chaise, puis t'es comme, mais qu'est-ce qui se passe, tabarnak, pendant qu'ils cherchent des enfants disparus. Fait que, non, c'est vraiment, je le recommande. Moi, c'est vraiment dans mon genre de paranormal que t'es comme, ah, c'est peut-être pas du paranormal finalement, ou est-ce que c'est du paranormal? Tu sais, en fait, l'enquête, c'est vraiment de faire si tu de la magie ou ça ne n'est pas. Moi, je trouve ça vraiment chouette. Et l'esthétique est... Ben, écoute, dans le voyage dans l'imaginaire, je pourrais te mentionner 2 choses ces temps-ci. Côté littérature, ben, je suis rendu au 3e tome de Dungeon Crawler Call. On en parle, je pense, à chaque fois. Je pense à chaque action bonus, on en parle. Je suis rendu au 3e. Le 2e, je dois avouer que ça m'a moins embarqué. Le contexte, on dirait que l'effet de surprise est moins là. Tu sais. Ouais. Oui. L'effet de surprise est un peu moins là. Mais c'est correct, ça va bien. Ça se lit quand même très bien. Il n'y a pas de moment où je fais comme « Ah, je vais arrêter ça, c'est rendu plate. » Non, je suis tout le temps curieux de voir où est-ce que l'auteur va emmener son histoire, puis vers quel autre trope, quel autre cliché du monde vidéoludique il va apporter dans son roman. Fait que ça, j'aime ça. Sinon, j'ai commencé sur Netflix la série, parce que c'est drôle, parce que là, tu as parlé de Dark, tu as fait une mention de Stranger Things. J'ai commencé la série de Burrow. Ah. Qui est en fait faite par les producteurs de Stranger Things. Leur nouvelle série, c'est sorti, au moment où on enregistre, c'est sorti il y a comme 4 jours. Là. Ah, OK, ouais. Ouais. Puis C'est quoi le pitch? C'est avec Alfred Molina, lui qui faisait Dr. Octopus dans Spider-Man. Ah oui. Ah, il est bon. Lui, je l'aime beaucoup. Il est bon. Puis juste le contexte, je trouve ça vraiment fun, parce que dans le fond, c'est comme un monsieur qui s'en va comme habiter. C'est très populaire aux États-Unis. On n'a pas ça ici au Québec, là. Des espèces de micro-villages de personnes âgées. Ah. OK. C'est un peu comme un hospice transposé en village de personnes âgées. OK. Fait qu'il y a comme quand même un centre où est-ce que tu as les employés et tout ça, puis la gestion, les fonctionnaires, et tout ça. Mais autour, c'est plein de petites maisons, puis c'est comme vraiment perdu au milieu du désert et tout ça. Wow. Puis lui, il va habiter là.
Et à la base, c'était avec sa conjointe qui voulait vraiment aller habiter là. Et elle décède avant qu'il déménage. Fait que lui, il est comme pogné à y aller quand même, mais ça ne tente vraiment pas d'aller habiter là. Et quand il déménage là-bas, il commence à rencontrer des gens, ou, les autres personnes âgées qui habitent aux alentours, les petites rencontres de soir, les petits barbecues, les petits joints pour enlever comme la douleur aux articulations, les petits trucs de même. Sauf qu'il prend conscience que pendant la nuit, il y a une petite bestiole qui ressemble à une sauterelle qui sort comme des murs de la maison, puis qui s'en va comme se nourrir à l'intérieur des vieilles personnes âgées. Ah! De quelque chose. Elle a comme genre des tubes qui leur rentrent dans la gueule. Puis elle se nourrit d'eux autres. Puis c'est un peu l'espèce d'intrigue sur lui, il essaie de découvrir qu'est-ce que c'est. Alors qu'il y a peut-être comme, tu sais, encore une fois, une espèce de conspiration de est-ce que les gens qui s'occupent de l'endroit sont derrière cette bestiole-là. Ah! Et tout ça. Et juste la mise en contexte. Genre, j'imaginais une game à la... tu sais, parce qu'on passe beaucoup à Brindlewood Bay dans ce contexte-là, mais je trouvais ça intéressant, genre l'appel de Cthulhu, ou même Hors Luminal, que Delta tu joues... Green. Delta Green, mais tu joues genre des personnes âgées dans le contexte. Dans ce contexte-là. Je trouve que c'est vraiment cool. Puis même, tu sais, Delta Green, c'est genre des agents qui sont à retraite, là. Oui, ben oui! Des agents qui sont à retraite, qui ont genre 70 ans passés, puis qu'ils habitent là, mais il se passe quelque chose, fait qu'ils retournent un peu dans leurs vieilles habitudes d'enquêteurs. Puis non, je trouve ça vraiment intéressant. Puis justement, dans le contexte de la série, il y a d'autres personnes qui embarquent avec lui dans cette espèce de découverte-là, dans cette espèce d'intrigue, dont une ancienne journaliste, fait qu'elle est full là-dedans. Là, elle essaie vraiment de découvrir qu'est-ce qu'il en est de cette bestiole, pourquoi, d'où est-ce qu'elle vient. Tu me donnes le goût d'écouter? The Burrow. Très intéressant. Ça m'a surpris. Et fait que c'est ça. Je dirais que c'est mes deux recommandations pour l'instant. Très inspirant. Ben moi, écoute, on va faire une petite parenthèse Dungeon Crawler 4. Oui! Pour ceux qui ne connaissent pas la série de Lit RPG, Dungeon Crawler Carl, c'est devenu une série extrêmement populaire. Et là, on essaie de faire le tour des 8 tomes. Et là, je suis rendu dans le 8e tome. Ah, t'es loin, là. Il vient de sortir. C'est la fin. Ouais, c'est pas la fin parce que faut qu'il se rende jusqu'au 18e étage. Mais il n'y a pas 18. Parce que sais-tu que... Ah, parce qu'il y a 18 niveaux. Il y a 18 niveaux donjon, puis là, en ce moment, il est au, je pense, 10e étage, dans le 8e tome. Il va skipper des étages, je suis sûr. Ben, déjà, on sent que le chaos s'installe, là, puis je veux pas trop spoiler, mais je peux dire que moi, j'ai une petite fatigue rendue là, au 8e. Je trouve que c'est toujours aussi fun. Je pense qu'il faut pas s'attendre à trop de Carl. Si vous commencez la série puis vous dites comment c'est amusant, c'est le fun, il laisse poindre qu'il va peut-être avoir du développement un peu des personnages, du lore de l'univers, mais ça reste très, très en surface. Je te dirais, dans le 7e, là, c'était un peu une apothéose d'un... Tu sais, on arrive, on règle des grosses histoires dans le 7e tome, juste avant la parade des horribles. Ouais, c'est comme le 8e, c'est... Moi, j'ai même pas lu le premier encore. Là. Écoute... Mais ça donne le goût. C'est divertissant, mais... Tu vois, toutes ces histoires-là m'ont un peu laissé sur la fin. J'aurais aimé ça qu'il y ait comme un élément à mener où il y a une histoire qui devient comme le cœur. Ça reste multiple. Comme dans une game de jeu de rôle, t'as genre 36 quêtes ouvertes. Puis quand t'en finis une, tu te sens chanceux. Là. Mais ça laisse une impression un peu de... Pas de vacuité, mais ça reste un peu en surface. Ça reste le fun, ça reste hyper divertissant. Du game design, des objets magiques, des monstres, des retournements où ils brisent le jeu puis t'es comme « Ah, c'est drôle ». Mais à un moment donné, il y a souvent la formule de « Bon, OK. » Fait que là, il y a cette règle-là qui fait qu'on meurt tous. Comment est-ce qu'on fait pour pas mourir? Ah, j'ai trouvé le bug qui va nous permettre de tricher pour... C'est souvent ça. Puis même à un moment donné, cette formule-là devient un peu épuisée, je dis. Mais je reste que j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup la série. Mais oui, je vais le lire pareil, je vais lire la suite parce que... T'es rendu dedans, là. Oui, c'est ça. Ça devient un peu comme... c'est pas du fast-food, j'oserais pas dire que c'est du fast-food, mais c'est ultra divertissant. Oui. C'est léger. C'est du comfort C'est food. du comfort food. Je pense que tu as lu aussi Troupe 52, ça se peut-tu? J'ai lu Troupe 52. Tu m'as recommandé excellent roman d'horreur sur des scouts qui survivent à un ver solitaire plus. C'est très, 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 très bon. Très graphique, par exemple. Écoute, puis là, vous êtes tous dans une série, ça m'a donné le goût d'en parler, mais on a fini The Boys aussi. Oh boy. Ah, ouais. J'ai même pas commencé J'ai ça. posé encore, faire la dernière saison. J'ai posé. Ben, écoute, je veux pas spoiler, donc c'est la série parodie de super-héros, un petit peu. C'est cette idée-là de super-héros dans des États-Unis parallèles où ils font beaucoup des parallèles entre les super-vedettes, les politiciens importants. Les super-héros sont tellement puissants qu'il n'y a plus grand monde pour s'opposer à leur plein pouvoir. Puis les gens trouvent ça un peu normal. C'est normal qu'il y ait des gens hyper puissants qui dominent le commun des mortels. Fait que, tu
sais, l'analogie devient de plus en plus évidente entre les super-héros, les politiciens, les riches, les puissants. C'est super intéressant. Je pense sincèrement que la série est vraiment mieux déployée que la bande dessinée. Oui. Je pense qu'il y a des bonnes idées dans la série, mais je dirais que les dernières saisons, j'ai été un peu déçu de l'écriture de la série. Je trouve qu'il y a beaucoup de... Ça aussi, il y a beaucoup d'affaires qui sont ouvertes. Il y a 3 MacGuffins différents dans la dernière saison. C'est un terme scénaristique pour dire, tu sais, un MacGuffin, c'est comme en jeu de rôle, là, l'objet qu'on doit trouver pour réussir la quête. Ah, ouais. Il faut trouver le... Je veux pas trop spoiler, mais tu sais, c'est même pas comme si c'était tellement signifiant. Il faut qu'il trouve le V1. Là, après ça, il faut qu'il trouve le virus. Là, après ça, il faut qu'il trouve... Tu sais, cette espèce d'affaire-là de... Ouais. Tu sens que c'est un petit peu pauvre. Puis c'est dommage parce que cette série-là avait le potentiel d'aller dans des places vraiment deep. Sans mauvais jeu de mots, c'est un personnage de la série. Mais T'as vu Ben beaucoup ces derniers jours, Ouais, hein? c'est ça, hein? On le sent, Ça ça se déteint. Mais oui, j'ai été un brin déçu, quoique ça aussi, c'était fidèle. La série est fidèle à elle-même. Il y a des super-héros vraiment dégueux. C'est ça le fun de la série, c'est découvrir des nouveaux super-héros dégueulasses. Mais vois-tu, on dirait que ça m'a gossé, ça m'a donné. Ça m'a comme dérangé que, ultimement, on dit que tu as 9 chances sur 10 que le super-héros que tu vas croiser sera un tas de marde. Ben, c'est une parade de tas de marde. Ouais. C'est ça la série. C'est genre, puis là, dans cet épisode-là, c'est ce tas de marde-là, comment on va le tuer? Puis Ben oui. tu sais, mais c'est intéressant, c'est rigolo, c'est créatif. Ouais. Mais c'est sûr que je pense que j'aurais aimé peut-être un petit peu plus de profondeur, de réelle humanité dans ces personnages-là. Je trouvais que des fois, c'était vraiment un peu carton, les morales qui étaient présentées. Quoique, je veux dire, je suis 100% d'accord avec le point final qui est proposé. Là, on fait de plus en plus le parallèle entre Homelander et Donald Trump. Puis je comprends que c'est facile de faire ce parallèle-là. J'aurais aimé que ce soit fait peut-être un petit peu plus en finesse puis en subtilité. Mais quoique, ça adonne de même qu'il y a la fiction et la réalité se sont rejoints des dernières années. Là. Oui, puis il faut quand même souligner la performance d'Anthony Starr qui est excellent. J'ai vraiment peur que ça y colle trop à la peau, par exemple, après. Ben, c'est vrai, il y a plein de gens qui me demandaient... Les gens me demandaient pas ça, je suis À fou toi de parler. directement. Les gens... Pierre-Louis, demander. dis-moi donc dans The Boys, là. Mais pourquoi Anthony Starr est pas plus big aux États-Unis? Pourquoi c'est pas devenu une... Tu sais, je veux dire, oui, il a connu le succès dans The Boys Même avant ça. dans quarantaine, mais tu sais, je veux Même dire... avant ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas Brad Pitt. C'est pas, tu Non, non, comprends? non. C'est pas un A. Non. Ben, ça Non, dépend non, pas comment un se A. considère un A aux États-Unis. Ben là, c'est pas un... C'est pas un A. Mais il est insane. Oui, il est très bon. Il est très, très bon. Mais moi, je l'avais connu dans The Banshee. C'est la série qui l'a fait connaître. Oui, Puis c'est il y avait ça. puis il y avait le personnage principal. Mais on dirait que le monde a complètement oublié ça, puis il le voyait juste en Homelander. Ben, Moi, je le vois dans Homelander, The c'est Banshee. tellement marquant. Mais écoute, effectivement, Homelander, c'est un super exemple aussi de vilain qui pourrait hanter vos campagnes, vos univers. Hey, on va l'avoir bon, dans c'est le bon, on segment. finit par l'avoir. Je pense que pour discuter des univers, Oui. on s'en sort pas, ça te prend un univers pour jouer à un jeu de rôle. Que ce soit notre univers ou un univers inventé, il faut quand même qu'il y ait un contexte, un lieu, un endroit, des personnages, une culture. Vous, là, c'est quoi votre univers préféré? Ça peut être un univers que vous avez créé ou un univers officiel, mais c'est quoi l'univers... votre univers préféré ou peut-être l'univers que vous avez le plus le goût de jouer dedans? Ou de DMer avec? Bonne question. Ah là là. Ben, je veux dire, de prime abord, tu sais, on a décidé de prendre cette question-là en sachant qu'on allait probablement avoir des divergences d'opinion sur... pas nécessairement des divergences d'opinion, mais des divergences de perception. Je suis d'accord. Ouais. 100% d'accord. Oui, parce que... Il est déjà fâché. Déjà fâché. Parce que moi, personnellement, je suis moins le public cible dans un univers préétabli. J'ai de la difficulté à jouer dans un univers qui existe déjà et qui est très complet. Pour plusieurs raisons, dont la crainte de mal le représenter en jeu, de ne pas lui faire honneur, de le dénaturer, puis même aussi peut-être à un certain point, tout dépendant de l'univers en soi, puis c'est déjà arrivé par le passé dans certaines parties que j'ai eues, de me tromper justement dans un contexte ou une mise en situation préétablie par l'univers et de me le faire vraiment rappeler par les joueurs pendant la partie. Ouais, Mais là, il est quand même rendu trop tard, là. Ça se peut pas, il n'y avait pas de téléphone cellulaire Ben, en 1930. je vais le dire, là, c'était dans une partie de Legend of the Five Rings. Ah, OK. Tu sais, ça se déroule dans le monde de Rokugan, qui est comme une espèce d'univers inspiré par
la culture asiatique au sens large. Ouais. Oui. J'avais placé un village d'un clan précis durant la partie parce que je trouvais que thématiquement, ça fitait dans le contexte du jeu, fitait dans le scénario. Et la partie commence, tout ça, et c'est vraiment important dans le scénario, c'est vraiment important dans l'histoire. Puis dès que c'est parti, ça fait peut-être 10 minutes qu'on joue, il y a quelqu'un qui me sort l'information que ça se peut pas que ce village-là, de ce clan-là, se trouve à cet endroit-là précisément sur la carte. Ça vient vraiment comme casser plein d'affaires dans l'univers. Parce que cette personne-là connaissait déjà beaucoup Oui, l'univers. Elle c'est avait ça. déjà joué. Ah. Fait que ça, c'est tout le temps un risque à ce niveau-là. Le cauchemar qu'on a en tant que DM était là à ta table. Oui. Ah. Fait que c'est pour ça que j'ai eu un peu plus de difficulté avec les mondes préétablis, parce que pis ça, puis tu sais, on pense par exemple à des univers comme le Seigneur des Anneaux. Là. J'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux, mais on dirait que j'ai de la difficulté à me voir animer du Seigneur des Anneaux, improvisé, qui n'est pas un module préétabli, un module qui existe déjà, parce que lui donner vraiment la saveur tolkienesque, Des gros souliers. des gros souliers à porter. Ouais. Fait que c'est pour ça. Fait que je suis plus... Fait que tu me dis un univers que je voudrais jouer. Pour l'instant, ce qui me parle, on en a déjà jasé ensemble. Puis Jérémy, tu sais c'est quoi, tu as déjà joué aussi, c'est Dominion. Je trouve que c'est un univers qui m'a donné vraiment le goût de jouer parce que il y a la prémisse qui est établie. Il y a énormément des choses qui sont établies dans le jeu, qui sont construites par-dessus l'espèce de base de la pyramide, mais il y a aussi beaucoup de trous dans lesquels tu peux plugger tes propres créations, tes propres concepts, sans vraiment dénaturer l'ensemble de l'œuvre. Ouais, Et ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça beaucoup. Et Gavin Norman, l'auteur, je trouve qu'il écrit vraiment bien, très clair. Il prend une très belle idée, des super belles décortications de son espèce d'un secteur qui est très petit, veux pas. Dublin Wood, c'est pas gros. Fait que, ouais, ça fait partie, je dirais, de mon univers qui me tente de jouer dedans ces temps-ci, celui-là, pour un univers préétabli. OK, intéressant. Toi, Jay, c'est quoi ton type d'univers? Là? Qu'est-ce qui te fait triper? Eh mon Dieu, il y en a beaucoup. Je trouve ça dur. Pierre-Louis, je me rebelle dans Action Bonus. Je pourrais pas faire un seul choix. Je trouve ça fou. Mais. Il me pompe! Ce gars-là! Ben, tu sais, mettons, autant je pourrais te dire, je pense que. Là, on le fera pas, mais j'ai vraiment ce rêve-là d'animer une campagne à la Planète au Trésor. Oui. Pour moi, le sci-fi fantasy, c'est quelque chose que j'ai jamais eu la chance d'explorer. Mais parce que pour ceux qui écoutent à l'audio, Pépé a mis son doigt dans ma main. Mais oui, est-ce que ce serait vraiment l'univers de la planète au trésor, le film, ou ce serait Homebrew inspiré? Homebrew inspiré. OK. Parce que comme Pépé, je pense que je me situe, puis comme peut-être beaucoup de gens, dans une espèce de... Si ça existe déjà, si ce qu'on m'offre est déjà tellement béton, ça va un peu me faire reculer. Mais là, attention, je pense que j'ai beaucoup évolué dans cette mesure-là parce que pour Etu Game, j'ai dû faire beaucoup de parties, notamment Dragonlance, qui était notre campagne, mini-campagne de l'été dernier. Et avant de commencer, j'ai failli vomir, comme d'habitude, en me disant comme « mon Dieu, mais je peux pas faire ça. En plus, c'est tellement un setting apprécié de tous et toutes. L'Internet va me lyncher. » Puis, au final, ça a tellement été le fun. Puis ça a été pour moi un défi de me dire « Gars, prends Dragonlance, mais fais-en ce que... » J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai fait beaucoup de recherches, puis c'était ces recherches-là qui m'ont donné le droit d'en faire ce que je voulais. Est-ce que tu as changé beaucoup de choses? Eh bien, beaucoup. Dans le sens que j'étais parti aussi de Shadow of the Dragon Queen, l'ombre de la Reine des Dragons. L'aventure officielle. L'aventure officielle, qui me donnait un scénario, un peu de base. Déjà là, on avait comme moins de 20 épisodes pour jouer. Un peu ordinaire. Puis c'est ça, tu sais, qui est un scénario pas du tout autant apprécié par les fans de Dragonlance. Fait que juste ça me donnait aussi l'espèce de comme, hey, mais je vais en faire ce que je veux. C'est tellement large que je sais pas, là, contrairement à ce feeling-là que je comprends de comment, mon Dieu, là, je vais saboter l'univers, j'ai réussi à plonger dedans en sentant une liberté comme si je l'avais créé, cet univers-là. Puis j'essaie de repenser là, au moment où je vous parle à comment est-ce que j'ai réussi à faire ça. Parce que je trouve ça le fun. Il y a tellement... C'est comme le Seigneur des Anneaux. On avait fait la boîte de le kit d'initiation. Jeu de rôle. C'était super le fun. Mais comment est-ce qu'on peut plonger dans ces univers-là qu'on a vraiment le goût de jouer sans se limiter à « Ah, mais je respecterai pas l'univers. Ah, je respecterai pas Tolkien. » Parce que c'est le fun. On veut tous incarner un genre d'elfe dans la Terre du Milieu ou ces trucs-là. Ouais. Puis je pense que c'est ce qui m'a permis de le faire, c'était de je recherchais ce qui était assez pour moi, pour après ça me l'approprier, puis en faire quelque chose. Mais puis c'est vraiment niaiseux, mais c'est de sauter dedans en me disant ceci est à moi. C'est pas niaiseux. C'est bête, c'est vraiment bête, c'est ça, mais c'est juste une phrase clé qui m'a vraiment permis de le faire, puis de me dire comme peu importe ce que les gens vont dire, la réponse est vraiment oui, mais
c'est pas Dragonlance de Tracy Hickman, là. C'est notre Dragonlance à nous. Ben, Oui. si tu me permets, je pense que le Oui. fait que, pour l'avoir écouté d'ailleurs, je l'ai écouté, Dragonlance, Mhm. au Oui. complet, j'ai full aimé ça, de A à Z. Mais, Euh, Calamar, Mais ce que je trouve intéressant, de la manière que tu l'as pris et que tu l'as justement transposé en jeu, c'est que malgré tout, il y a l'univers de Dragonlance, mais tu avais l'opportunité, puis je pense que tu l'as justement bien utilisé, de réduire le scope, le visu, dans un contexte précis qui permet de vraiment juste vivre le moment présent de la partie. Tu n'étais pas dans « je vous présente l'univers de Dragonlance ». Aussi. Tu es là. C'est ça qui se passe. On est dans cette section-là du monde de Dragonlance. On est avec ces personnages-là 100%. dans ce lieu-là. Au moins, tu l'as fait. Tu sais, ça s'est bien passé parce que justement, tu n'as pas eu de besoin de devoir expliquer de long et en large des concepts vraiment profonds à l'univers. Même si tu l'as fait à quelques reprises, mais ça s'est passé super bien. Oui, parce que l'intrigue est le fun de genre, je pense que tout part de comme qui a tout fait chier? Qui a tout fait chier pour que ça se passe en ce moment? Mais c'est vraiment un bon point que tu dis aussi, Pépé. Je pense qu'il y a le seul ancien en se donnant la permission d'en faire sa propre chose, ce qui est un peu évident, mais on oublie parfois. Puis aussi de réduire la portée de la chose. Tu sais, c'est fou. Moi, à chaque fois, je suis surpris par les joueurs puis les joueuses. De me dire comme genre, ah mon Dieu, avec ça, là, ici, je mets un petit trou. Pas de doigt dedans cette fois-ci. Puis, je me dis, j'aurais jamais assez pour faire quelque chose avec ça. Regarde. oh mon Dieu, cette phrase-là a fini. Ben non, mais avec les joueurs et tout, finalement, on peut faire 20 épisodes avec presque rien. Puis, Ouais. c'est toujours surprenant. Je pense que ça aide aussi des fois d'avoir des joueurs qui... Tu sais, comme là, on avait la chance qu'il y a personne autour de la table qui connaissait vraiment Dragonlance. C'était le plus calé parmi nous en termes de Dragonlance. Puis, je me sentais imposteur tout le long. Ça peut sembler peut-être un espèce de conseil boboche, mais celui-là, c'est d'être le plus geek à la table. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, moi, je roulerais jamais du Royaume oublié avec des gens qui sont des fans des Royaumes oubliés. Avec Eros Salvatore. Ben, Jamais tu je sais, vais tu comprends? jouer. À la limite, c'est que ça te prend quelqu'un qui te témoigne. Oui. Moi, j'ai juste envie de jouer, puis pour vrai, tu sais, si tu as confiance au joueur qui est hyper sensible, moi, j'ai déjà joué à des campagnes de Vampire la Mascarade, par exemple, avec des gens qui connaissaient mieux le lore de Vampire Montréal que moi, mais qui étaient des joueurs sensibles à l'écoute, puis qui faisaient comme hey, je m'en fous si tu changes le lore. Là, Mais je sais que si l'expérience de mon joueur, c'est de vivre les royaumes oubliés comme dans les romans, comme dans les suppléments officiels, il va être déçu. Fait que je pense que c'est aussi... Parce que dès que tu es avec des gens qui connaissent rien de l'univers, toi, tu peux les les barouetter, leur réinventer n'importe quoi. Moi, les royaumes oubliés, je les ai réinventés du top au haut. Ben oui. Je fais n'importe quoi. C'est ça, non. Oubliez pas que ce qu'on fait, là, c'est n'importe quoi. Oubliez pas que Eros Salvatore, Ed Greenwood, Tracy Hickman, c'est pas comme s'ils sortaient ces trucs-là là, d'un espèce de rocher, là, de parole divine qui leur a été donnée par les dieux du multivers. Ils bullshit tout ça! T'as-tu déjà vu George R. Martin, les descriptions de son monde puis les distances entre les places? Quand il dit que le mur est comme genre... Je pense qu'il dit quelque chose comme genre 1 kilomètre de haut. Puis quand il a vu la maquette pour le show télé, il a fait « Chris, il est donc bien haut le mur. » Puis en fait, ben, c'est ce que t'as mis dans tes livres, puis c'est pas de même que je l'imaginais. Il bullshit! Il invente tout ça, il y a rien de ça qui est vrai! C'est tous des univers inventés! Puis toi, Pierre-Louis, C'est quoi ton univers? t'aimes-tu ça? T'aimes-tu jouer dans des univers... Ben, Westeros. Ouais. Mais moi, il mesure vraiment 1 kilomètre de haut, mon même. Mais moi je sais pas, j'aime beaucoup le homebrew parce que Oui. j'aime le tableau blanc, mais je pense que moi j'ai mon côté interprète aussi, dans le sens que j'aime, je sais pas pourquoi c'est l'endroit où j'aime le plus interpréter quelque chose, là. J'aime l'idée de, tu sais, c'est comme si on t'arrivait en faisant, hey, tu vas jouer Spider-Man, Jay. Ouais. Tu le sais qu'il y a tout le lore de Chance que tu m'as Spider-Man. déjà donné. Chance que je t'ai déjà donné! Ouais. C'est tellement le fun de jouer Spider-Man. Tu m'as tout donné. Imaginez à quel point c'est cool. Puis moi, c'est pour ça que ça m'allume aussi jouer un univers. C'est comme si on C'est fait... vrai. Aujourd'hui, c'est toi qui vas interpréter cet univers-là. Fait que c'est sûr que tu le joueras pas comme Tobey Maguire. Puis les gens vont faire « Hey, mais Tobey Maguire jouait de même. » Ou « Hey, non, mais Spider-Man, le truc sort de sa machine ou de son poignet. » On s'en fout! Que ce soit son poignet ou son derrière. Je veux dire, tu sais, l'important, c'est la twist que toi, tu vas y amener. Puis assurément, ça va être ta twist. Ça va être ton interprétation. Puis moi, c'est ce qui m'excite le plus dans rouler, mettons, les Royaumes oubliés ou tu sais, Faerun, Golarion. J'ai une question pour vous. Hmm? Dans la conception d'un univers maison, Oui.
c'est quoi la première chose que vous pensez? C'est quoi le premier élément qui vous dit, tu sais, qui est l'espèce de pouce qui permet de faire germer le reste de l'univers? Il n'y a plus de Dieu! Non, c'est une joke. Mais non, en termes de, tu sais, je parle, exemple, c'est plus comme, est-ce que c'est plus le contexte de jeu? Est-ce que c'est plus l'ambiance, le style? Est-ce que c'est plus le fait que vous dites, hey, j'aimerais ça que ce soit une partie urbaine, puis à partir de là, vous développez quelque chose? C'est quoi le premier élément, selon vous, qui vous revient le plus souvent? Moi, c'est tout ce qui est à 360 degrés des joueurs. Tu sais, moi, je pense que si j'ai un conseil à donner, là, c'est écrire rien. Parce que je sais que c'est l'instinct de faire comme, je veux faire les 10 000 années avant le début de la campagne. C'est quoi le gouvernement? C'est quoi l'argent? Moi, je commence toujours à... C'est où qu'ils vont commencer? Ouais. Physiquement, c'est quoi qu'ils vont voir puis avec qui ils vont interagir. Puis après ça, je commence à partir de ces... Tu sais, c'est comme dans un jeu vidéo, là. Qu'est-ce que on va avoir à render? Oui. Tu sais, Oui. moi, c'est de là que je pars. Quelque chose que mes joueurs vont pouvoir toucher puis pogner, comme la main de Jay. On en a-tu du visuel aujourd'hui? On hein? en a-tu? Hey, on en profite, c'est tactile. Toi, Pépé, par où tu commences? Donnez-moi vos mains. Donnez-moi vos mains. Faut vraiment non, mais écouter la non, mais vidéo. je t'ai lancé la question avant. Tu réponds avant. Je t'ai lancé la question. Tu l'as lancé, À Pierre-Louis vous a deux. pris la À vous balle. deux. À nous deux! Deux. Pas de chicane. Oh, mon Je vais le faire. Je vais répondre après. Inquiète. J'ai le goût de dire comme Pierre-Louis. Il me pompe! OK, ben d'abord, je prends la balle aussi. Je pense que quand j'avais commencé... Définitivement, les univers maison, homebrew, c'est ce que je préfère. C'est là-dedans que je trouve le plus de liberté. C'est là-dedans qu'en fait, je peux réinvestir tout ce que j'ai envie de jouer. Mais dans une chose qui nous appartient, nous, moi et les joueurs et les joueuses. Puis parce que je trouve que des fois, un univers, c'est pas assez. Je me dis comme, hey, OK, ici, on mélange The Witcher avec, je sais pas, moi, The Office. Puis, tu sais, c'est comme des espèces de comme combinaisons qui sont super étranges puis qui créent un univers qui nous est propre. Et au début, la première chose que j'avais faite, c'était de créer comme un peu genre, écrire pendant un an, là, toute la grosse bastringue et tout, ce qui m'a bien servi. 100%, parce que là, j'avais la liberté d'improviser en sentant que j'étais chez nous. Mais aujourd'hui, comment je procède, c'est vraiment un peu comme Pierre-Louis le dit. Pour une campagne à long terme, on va dire. Là. Vraiment mettre des fondations, mais après ça, plus aller avec ce que les joueurs et les joueuses vont faire, les suivre dans une certaine direction. Puis ici, il y a une distinction à faire entre, mettons, une émission actual play et Une game maison. Une game maison vraiment maison. Parce que je pense qu'encore à ce jour, si c'est, mettons, quelque chose qui va être filmé, produit pour Internet, je peux pas m'empêcher de mettre cette couche-là de rigueur supplémentaire que je pense qui, pour moi, est nécessaire pour créer un récit narratif un peu plus serré, sans non plus railroader. Puis je trouve que pour arriver à faire ça, pour capter une audience, ça me prend vraiment les deux. De vraiment être à la réception des joueurs. Puis Brennan Lee Mulligan, un de mes grands modèles, l'a mieux expliqué que quiconque. De deux façons. Je vous le donne. Après, je te repasse la balle. La première que j'avais entendue quand j'ai commencé à être DM a changé ma vie. Merci, Brennan. Il dit, voyez la table ici? C'est un grand fog of war. Tu sais, dans un jeu, parce il y a des zones de la map que tu connais pas. Il dit, tout est en ombre, tout est un brouillard. Puis après ça, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir installer des lampadaires. Il va en avoir un là, il va en avoir un là, au milieu, au coin, peut-être un autre entre les deux ici, puis là-bas, c'est complètement noir, j'en ai pas. Peut-être un. Il dit, après ça, moi, ma job est super facile. J'ai mes points de lumière, je sais ce qu'il y a là-bas, je sais ce qu'il y a là, je sais ce qu'il y a là, mais ce qu'il y a entre, on le check ensemble pendant la game. Puis les joueurs et les joueuses vont m'aider à le déterminer. Puis ça paraît quand ils DM. Ça paraît, ils s'en cachent pas de quand c'est inventé sur le tas, mais ils s'en excusent jamais. Non. Puis nous, en tant qu'audience, des fois, je m'en rends même pas compte. L'illusion est parfaite. Puis c'est ça qui m'a vraiment donné la liberté. Puis après ça, je ne vais pas prendre trop de temps là-dessus. Je trouve que c'est vraiment des bons au niveau de comment plonger dans un univers aussi. Ça, il l'a dit récemment. Puis j'étais comme, je vais essayer d'ajouter ça à comment est-ce que j'écris ou comment est-ce que je mène pendant les parties. Il dit, le joueur, la joueuse est un cours d'eau qui descend du point A au point B le plus rapidement possible. Mais le joueur, la joueuse veulent complètement pas ça. Les autres veulent vivre une histoire. Ils veulent que ça soit tough puis satisfaisant de se rendre au point B. Fait que nous, on a comme plein de pièces, j'ai un tuyau de plomberie en L, après ça, j'ai un X qui envoie les cours d'eau par là-bas, après ça, puis tout cet amalgame-là de plomberie crée l'histoire et un voyage intéressant pour les joueurs. Oui. Fait que je pense que ces deux points-là combinés m'ont vraiment profondément marqué en tant que maître de jeu et comment est-ce que j'approche mes univers.
Très intéressant. À vous de jouer. Moi, j'appelle ça des bulles narratives. OK. Ah ouais, Ben, on a toute notre oui, façon exact. d'exprimer. Des Oui. bulles narratives, c'est vraiment comme souvent quand je vais concevoir un univers, puis je me suis souvent fait dire dans la première saison d'Obélien, pour la chaîne de coups critiques, souvent je me faisais dire comme comment t'es venu, tu sais, avec. Je me suis déjà fait dire comment t'es venu avec telle idée ou tel concept, comment t'as fait pour. Mais c'est pas des trucs que j'ai déjà prédécidés d'avance, ça. C'est des choses qui ont été conçues au fil de la partie. Je suis quelqu'un qui va beaucoup concevoir pendant la partie pour faire grossir l'univers en ayant des réponses logiques à ce que justement les joueurs et joueuses vont faire dans le jeu. Fait comme ça, on a tout le temps l'impression que ça fait juste bien avancer. T'sais. Oui. T'as C'est ça jamais qui est l'impression- jouissif du Il n'y a, jeu. jamais- ouais, il y a jamais un moment où ça vient bloquer, puis on fait ah ben là, c'est pas ça que j'avais pensé, moi, en tant que créateur d'univers. Fait que C'est ça pas vient un possible peu dans de l'univers. Fuck off, fuck off. Non, je conçois en même temps que les joueurs le vivent. Et lorsqu'ils me sortent des idées ou me sortent des hypothèses sur des éléments qui ne sont pas prédéfinis dans le monde, puis je fais comme hey, ça c'est une bonne idée, c'est rendu ça dans l'univers. Ben, Oui, c'est oui, ça. exact. Et personne ne le sait, Et sauf ton personne Google ne Doc. sait concevoir avec ce que les joueurs lancent comme hypothèse à l'univers de jeu qui n'est pas déjà préétabli. Pour moi, ça me permet de rebondir sur leur idée, de leur donner un sentiment de satisfaction et d'accomplissement et par rapport à leur compréhension de l'univers. Ouais. Aussi. Fait qu'il y a ces bulles narratives-là, qui sont souvent des éléments préétablis, comme l'expliquait Brendan Milligan, et Brendan Mulligan? des éléments préétablis, des bulles de narrative, mais entre ces bulles-là, c'est des espèces de mélange de fils que tu peux connecter pour pouvoir concevoir avec les joueurs, mais avec des idées qui sont déjà des prémices, des concepts qui sont forts et qui sont bien installés et que tout le monde connaît de base dans la partie. Et souvent, moi, dans un univers, par quoi je vais commencer vraiment le point central, c'est un peu bizarre peut-être dans ce contexte-là, mais c'est surtout le style. C'est surtout Ouais. ça, moi. Oui, oui. Ouais, ouais, 100%. C'est Ça va être quoi, le ton? Le ton. Qu'est-ce qu'on fait? T'sais, L'émotion. fait que justement, par exemple, Obélien, c'était j'ai le goût de quelque chose qui va filer un peu Conan le barbare-esque. T'sais, quelque chose d'un peu plus sumérien. Les romans je pense, comment il s'appelle? Howard, c'est ça? Ron... non, c'est pas ça. C'est pas Howard, c'est... Oberd. Oberd. Ouais, Ça va être ici marqué, là. comme ça. Assurément. Puis après ça, ça va partir en volant. Au-dessus de la C'est moi qui le fais, ça. Fait qu'il m'en disant pas trop. Oui. Puis là, ça fait un petit tour. Puis là, il fait oui! Avec Ouais. les bruits en cartoon. Oui, Tu peux faire ça? Oui. Et fait que oui, lui, fait que ce fil-là, c'était comme un peu, je me disais, c'est ça mon style de partie que je voudrais. Mais cette prémisse-là, au fil du jeu, évolue et se transforme selon l'expérience des joueurs, parce que vers la fin, même vers le milieu, ça ressemblait plus à ça pantoute. Mais c'est devenu quelque chose de très propre à ce que les joueurs concevaient pendant la partie. Ben oui. Mais la prémisse de base, elle a été claire et tout le monde savait que c'était ça. Ouais, Tout le monde savait que c'était ça. c'est vrai que c'est tellement important, là. Puis, tu sais, la question de base, c'est qu'est-ce qui rend un univers captivant, qui donne le goût d'y jouer? C'est quoi, vous autres? Parce qu'il y a des univers qui sont le fun à Ouais. lire, mais jouer, Ouais. je pense que tu l'as dit, tu sais, c'est qu'il faut que ça suive les désirs des joueurs. Parce que je pense que souvent, on fait nos préparations en faisant « Ah, les joueurs vont venir plus tard là-dedans. Mais c'est tellement important. C'est eux autres qui vont jouer. Puis moi, j'ai déjà vécu des parties, j'ai déjà été dans des games où tu as l'impression que le monde, il roule un peu pas sans toi, mais que c'est comme le monde est là, puis toi, t'es en visite dans le monde, alors que t'as le goût que ce soit comme ton monde. T'as le goût d'être comme, d'avoir l'impression que ça parle de toi, parce que les joueurs veulent juste entendre parler d'eux, c'est bien normal. On n'a pas le goût d'arriver dans le game puis d'avoir un cours théorique sur l'histoire de comment ça marche ici, Non. puis que vous, ben, vous êtes ça, fait que vous n'avez pas vraiment d'espace pour prendre des... Tu sais, on veut être dans notre monde. Où est-ce qu'ils partent? C'est-tu leur village, leur taverne, leur compagnie de mercenaires? Il faut qu'ils se sentent chez eux. Puis moi, pour ça, souvent, la session 0, ça va être avec les joueurs de savoir, c'est quoi votre personnage? C'est quoi ton délire? C'est des scientifiques, des magiciens? Souvent, moi, c'est ça qui va m'inspirer les premières parcelles du monde aussi. Mais si tu me permets une nuance, Ouais. je suis absolument d'accord avec ce que tu dis, mais c'est d'où l'importance aussi de la technique justement avec les lampadaires. Parce que toi, en tant que maître de jeu aussi, il faut que tu te respectes pour pas justement que ça parte dans tous les sens puis qu'il n'y ait pas d'impression. Tu sais, qui n'ont pas l'impression, autant pour toi que pour les joueurs et les joueuses, ça ne vienne pas justement partir un peu à la dérive sans vraiment savoir où tourner la tête. Tantôt, tu parles exemple de Dungeon Crawl Call, que le numéro 8, tu ne savais pas trop vers où ça s'enlignait puis il n'y a pas vraiment de ligne directrice en soi. Je pense que c'est important pour un maître de jeu, malgré tout, de se garder son objectif qui est le lampadaire qu'il y a là-bas
et que les joueurs vont éventuellement s'y rendre, les joueurs et les joueuses, mais la manière qu'ils vont s'y rendre, la manière qu'ils vont l'explorer, ça reste à définir. C'est pas Mais ils vont s'y rendre éventuellement. Puis ça, souvent, cette manière-là, ça permet justement de connecter les backgrounds des personnages à l'univers. En les connectant vraiment pour que ça ait un lien lorsqu'ils vont arriver au fameux lampadaire. Ben oui, tu sais, la différence entre les personnages se font donner une quête par quelqu'un au hasard versus quelqu'un d'attaché à l'historique du personnage vient donner. Alors, tout de suite, le personnage devient soudainement plus important. Et quelqu'un impliqué. Et puis quelqu'un à la table va faire, ben là, les joueurs vont, si c'est une belle équipe, vont passer la balle à ce joueur-là qui va pouvoir prendre un spotlight. C'est super efficace. Donc, comme tu dis, Pierre-Louis, on veut se sentir le personnage principal. C'est à ça que ça sert. Chacun d'entre nous à la table. Il ne faut pas que ce soit l'univers qui soit le personnage principal. Des fois, c'est le fun parce que tu sens qu'il y a comme un écho entre les deux. C'est sûr que tu veux un univers qui a quand même de la personnalité. Tu ne veux pas qu'il soit trop effacé. Il ne faut pas que ce soit comme juste des espèces de PNJ de jeux vidéo qui te répondent. Quoique des fois, c'est un délire qui est le fun aussi pour les joueurs. Mais c'est vrai que c'est pour ça que c'est important d'être au diapason avec sa table. Parce que des fois, moi, j'ai le goût de rouler dans un univers en particulier. Puis je fais le pitch à mes joueurs. Puis les joueurs sont comme... Ça nous est arrivé quelquefois là, de vouloir commencer à jouer. Mais c'est vrai, tu sais, moi j'aime full Vampire la Mascarade. Ils me voient jouer à Vampire, ils font ça a l'air cool. Puis là, on commence à jouer, puis ils réalisent que c'est pas nécessairement leur jam. Toi, t'es peut-être en train de triper, tu sais que t'es vraiment un peu sur le lore, que t'es vraiment dans le ton, mais il faut que tu sois sur le diapason avec tes joueurs, parce que sinon, même si t'as des trucs formidables, ils vont toujours avoir l'impression d'être un peu, je sais pas, c'est vraiment un beau travail d'équipe. C'est le fun que les joueurs aient leur mot à dire aussi dans comment l'univers évolue. En fait, c'est souvent ça, moi, dans mes techniques que j'aime beaucoup lorsqu'on est dans une partie, puis je l'ai fait souvent, puis je le fais encore dans plusieurs campagnes, c'est lorsque on arrive, par exemple, on reprend le contexte d'un personnage non-joueur qui arrive, et que c'est pas défini, il est associé à quel personnage joueur autour de la table, je vais souvent lancer la balle. Je vais dire, exemple, mettons que je te dis, Jérémy, le personnage que vous rencontrez dans le bar, tu le connais déjà. Comment tu le connais? Ah, ça, c'est une bonne technique. Très Daggerheart. Écriture collective, en temps réel, tu t'enlèves la pression de création et en même temps, c'est pas tant que pour t'enlever de la pression que la personne se sent tellement directement impliquée avec le... Je te donne la plume. Oui, mais en même temps, il faut que tu fasses confiance aussi à tes joueurs et tes joueuses. Parce que je ne ferais pas ça avec mon frère. Non, c'est ça. Je dirais ça, puis il dirait, il me doit 2000 $. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Il faut que tu saches que moi, je le ferais pas avec Marc-André Thibault. Non. Qu'on le mettait pas assez sur la sellette, là, c'est chose faite, Marc. Il était skin in the game. Mais oui, écoute, qu'est-ce qu'à votre avis, là? C'est sûr que ça va être différent pour chaque groupe, mais c'est quoi les meilleures façons? Si tu veux créer un univers là, qui est intriguant, ou si tu veux jouer sur les forces d'un univers connu, c'est quoi les meilleurs leviers, là? Mettons, les gens à la maison, ils se disent hey, « moi, je veux créer un univers, là. C'est quoi mes techniques les plus simples pour créer un univers qui va être original, intriguant, original? » Tu peux mélanger des idées, tu peux t'inspirer de ce que tu lis, mais vous, y a-t-il un trick rapide que vous utilisez là, pour faire ça? Là? Les joueurs n'auront jamais vu ça. Ça va les surprendre, les intriguer. J'ai peut-être une petite réponse de... Je remarque ce que je fais pour vendre ma salade, mettons. OK. Qui, pour moi, je trouve... C'est à la fois mon moteur créatif qui me met en disposition pour triper sur un univers et du même coup, faire embarquer les joueurs et les joueuses. Ouais. Puis c'est parce que je remarque que ce qui est plus payant pour moi, je me pars une musique, je sais un peu quel ton, quel style je veux prendre, puis je me mets à écrire. J'ai rien écrit sur l'univers. J'ai absolument rien. Comme si tu ouvrais le milieu d'un roman, par exemple. OK. J'ai écrit un passage. Est-ce que c'est un passage sur la religion? Est-ce que c'est un passage sur la création de l'univers? Que ça n'a aucun rapport avec... Ils vont trouver ça dans le jeu. Là. La dernière fois, c'était ça. C'était pour Daggerheart. Okay, on a pris le setting 5 banners. Puis j'ai écrit comme une page sur le mythe religieux de tout ça. Juste la création de l'univers. C'était même pas utile. Mais, puis après ça, à la session 0, j'ai lu ce texte-là, mis une belle musique d'ambiance, quelque chose comme ça, lu le texte, juste pour mettre dans l'ambiance. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut. Je me mouille déjà un peu. Je mets des choses qui vont être utiles ou pas. Puis les joueurs et les joueuses ont, à la session 0, un petit feeling de « Ah mon Dieu, je suis déjà un peu dedans. » Un peu comme un teaser, un peu comme un trailer. Ouais, je suis d'approche très teaser-trailer. Parce qu'après ça, ça sécurise beaucoup de gens, je remarque aussi, de déjà savoir un peu dans quoi tu t'inscris. Mais c'est juste pas assez précis pour te mettre dans un carcan. Fait que là, après ça, ça l'active plein de trucs
qui je trouve qu'après ça, la plupart du temps, vont déjà bien concorder avec l'univers. Ouais, tu vas activer les neurones des joueurs aussi quand ils commencent à C'est penser ça. à leur personnage, puis déjà une musique, un ton, un film, tu fais comme Comme genre, OK, là, on parle, tu sais, il y avait comme un peu de trucs de la religion, je parlais de juste ces nations-là qui s'entredéchirent. J'ai rien tant inventé, j'ai juste pris le pitch qui était là dans le livre. En enfer, tu sais, les gens m'avaient dit un petit peu ce qui les tentait ou quoi que ce soit, tu resserres ça, puis je trouve que c'était très efficace pour moi, puis je pense que j'aime ça commencer toutes mes campagnes, mes trucs, quand c'est possible, avec ça. intéressant. Un teaser. Tease your campaign, tease your players. T'as bien dit. C'est quoi la question déjà? Ton cheat pour créer un univers intriguant en un seul clic. ChatGPT! J'allais dire ChatGPT. Non, On peut même le vraiment lire pour pas. toi. Vraiment pas. Vraiment pas. C'est une bonne question. C'est une bonne question parce que, comme on en a déjà parlé aussi à d'autres reprises, que ce soit aussi enregistré ou non, je suis pas justement le genre à créer des grands univers. Puis tout ça, c'est vraiment pas mon jam habituellement. Puis c'est drôle parce que Jérémy, je me rends compte qu'on fonctionne vraiment pas de la même façon à ce niveau-là parce que moi, je vais jamais mettre sur papier quelque chose qui ne va pas avoir une quelconque importance en partie. OK. Ben, OK, Parce mon que- Dieu! Un Chekhov's gun de... Je vois, pour moi, personnellement, je vois pas l'intérêt de concevoir des choses qui vont être behind the screen, qui vont rester derrière les rideaux et que les personnages ne peuvent pas apprendre durant le jeu. Parce que je vois pas... Ben, en fait, pour moi, il y a pas de... J'ai pas de plus-value pour moi. C'est pas utile. Il faut que ça soit utile, il faut que ça soit concret. Et je suis tellement beaucoup dans la réaction plus que dans la création. Je suis beaucoup là-dessus. Fait que c'est vraiment dans la réaction. Fait que souvent, moi, mon cheat code, Oh my God. et barre en haut, barre Show en me the money. bas, ABAB. AB, en haut, en bas, c'est... create campaign. en fait, souvent, c'est que je vais, en fait, avoir ma prémisse qui va être mon style, comme j'ai mentionné, que je veux. Mais souvent, c'est que je vais donner à chaque personnage, chaque joueur et joueuse, souvent une feuille avec une liste de questions qui ont tous les mêmes questions et qui leur permet, en fait, de définir un peu qu'est-ce qu'ils pensent que l'univers ressent. Ça. Ah. Donc, dans l'idée de genre, pensez-vous que c'est plus prolétarisme ou modiste? Que vous pensez que... Comment est-ce que les gens réagissent au... y a-t-il une guerre présentement dans le monde? Puis là, souvent, j'ai genre des petites perches que je vais lancer pour pouvoir orienter un peu la réponse, pour voir que ça part dans tous les sens. Mais je vais quand même offrir des questions-réponses que moi, après ça, je garde, j'accumule. Puis pour vrai, je l'avais fait justement avec Obélien. Puis si je les ai utilisées, ces questions-réponses-là, jusqu'à la toute fin, à la fin du 150e épisode, je les utilise encore. J'étais comme, il y a du ça, ok, c'est prêt. Ça va être ça. Fait que c'est ça que je fais. C'est tellement un bon truc. Je vais peut-être essayer ça. C'est ça. Je trouve ça cool. La combinaison de tout ça Ouais. aussi, je trouve, est intéressante. Oui, vraiment. Moi aussi, j'ai beaucoup de mal avec ce... Parce que on dirait que... Puis je le regrette, mais j'écris pas beaucoup mes affaires. Puis ce que je regrette de pas écrire, c'est quand je reviens dedans des années plus tard, puis je suis comme... Les gens, mettons, qui m'ont écrit en faisant... T'as-tu encore les notes De Gregenroth? Ben, Gregenroth, j'ai quelques affaires, mais... c'est pas vrai. Gregenroth, je l'ai sur mon itch parce que je me suis forcé à l'écrire. C'est vrai. Ah. Pour que les gens puissent le rouler s'ils veulent. Mais tu sais, mettons la campagne avec les appendices. J'ai rien. J'avais un cahier de notes avec des stat blocks. C'est tout ce que j'avais. Puis ce que je regrette de ça, c'est que oui, c'est le fun parce que je suis dans la spontanéité de l'univers est un peu toujours malléable. Mais en même temps, les traces écrites sont très, très chaotiques. J'ai même pas de bullet point. Des fois, je vais noter des trucs du genre c'est lui qui a l'orbe. Oh, mon Dieu. Léo a l'orbe. Puis là, je suis comme des années plus tard, ça veut plus rien dire, mais une semaine plus tard, je suis correct. Je vais faire c'est vrai, Léo a l'orbe. Mais tu sais, j'écris très peu. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est d'imaginer dans ma tête une situation de déséquilibre, soit dans mon univers là, immédiat, genre les Free Captains viennent de perdre la plus grosse bataille de leur histoire. C'est une compagnie mercenaire. Puis on commence dans cette bataille-là. Et j'essaie de trouver une situation de déséquilibre forte où après ça, je ne sais pas si les Free Captains vont disparaître ou s'ils vont reconstruire à partir de leurs cendres. J'essaie de trouver une situation de déséquilibre du genre la police est corrompue, puis à ce moment-là, il y a un noble qui arrive dans la ville pour prendre le contrôle des corps policiers. J'essaie de trouver une situation dans laquelle les joueurs aussi ont un pouvoir d'action. Fait que je veux tout de suite inventer... Je sais qu'il y en a qui aiment ça, là, les campagnes où est-ce que les joueurs commencent puis ils sont des nuls, des nobody, avec zéro incidence sur l'univers du genre, tu sais, t'es un paysan, t'es un nettoyeur d'égout.
Mais moi, je trouve ça intéressant quand on commence dans du D&D ou du Pathfinder de, tu sais, t'as une lettre du roi, là, tu sais, t'as des actions potentielles fortes dans le monde. Même si t'es pas invincible, t'as pas un plot armor qui t'empêche de subir les conséquences de l'univers, dès les premières sessions, tu le sais que tes choix vont avoir un impact sur l'univers, sur l'histoire qu'on écrit. Moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant. Je pense qu'avec le temps, je trouve ça de plus en plus dur de commencer en étant vraiment nul. Tu sais, je sais que c'est 100%. old school, là. Tu commences puis t'as aucun impact sur l'univers, les gens veulent pas te parler, les gens veulent pas te voir, ils te laissent pas rentrer dans l'auberge parce que t'as pas d'argent. C'est comme dans la vraie vie. En même temps, c'est une situation de déséquilibre qui peut être intéressante. On l'a déjà fait, mais on dirait que j'aime ça, sentir que t'as quand même une arme. T'arrives dans un village médiéval, t'as une arme, tes choix vont avoir une conséquence. Oui. Tu sais. Fait que je pense que moi, je dirais, si vous voulez créer un univers qui va captiver l'imagination de vos joueurs, il faut que leur décision ait un réel impact. Faut pas qu'ils soient trop rigides, il faut pas qu'ils soient dans une position trop, je dirais, d'infériorité. Si ça change rien ce que tes joueurs font, c'est comme non, mais niveau 5, niveau 6, là, vous avez changé les affaires. C'est dur faire toffer une campagne. Il faut que tu aies des joueurs qui soient vraiment motivés. Ben parlait de... J'entendais parler de Donjons et Dragons pendant la compétition officielle parce que c'est pour ça qu'on était là. Puis ça m'a titillé, puis j'ai le goût d'amener ça pour faire du pouce sur ton point. Ouais. Il en parlait avec Pascal, puis il disait « Ouais, mais tu sais, c'est ça, c'est plate, là. Tu sais, juste les 3 premiers niveaux, je vais lancer ma hache, ma hache manque. Fait que bon, j'ai plus rien à faire pendant 15 minutes. » Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, en quelque part, Ben, t'as raison. Mais ça, je pense que c'est ça qui arrive quand le jeu s'arrête, peu importe si c'est Donjons et Dragons ou autre, à des combats et de la mécanique. Ouais. Tout ce qu'on a dit depuis le début n'a rapport qu'avec de la narrative. Puis je pense que c'est pour ça qu'on est là. Les combats sont le fun, c'est super chouette, mais que ton personnage, que les joueurs sachent, est où mon importance? C'est ça que tu dis. En quoi mon personnage il est important à cet univers-là? C'est-tu mon histoire ou c'est l'histoire de quelqu'un d'autre, puis moi, je suis le figurant derrière de... C'est ça. Fait que tu rates ton coup de hache, ben c'est pas grave. Au moins, je sais que je suis le fils du roi, man, puis il faut que j'aille sauver ma nation. Faut que genre, j'ai I got skin in the game. Oui, puis à la limite, que tu aies t'as pas besoin d'être un immense impact, que ce soit tu sais, un personnage divin ou l'élu de la prophétie, là. Mais tu sais que tu saches que, OK, là, si on fait de quoi aujourd'hui, il y a des gens qui vont vivre ou qui vont mourir. Le village va peut-être être détruit ou va... Tu sais, que ça ait un impact réel, ce qu'on va décider de faire aujourd'hui. Puis qu'on puisse voir ces impacts-là. Je pense que c'est ça qui est le fun. Moi, comme joueur, c'est ce que j'aime le plus, c'est de lancer un outil dans l'engrenage, puis de voir tout qui se casse, puis de faire comme, OK, J'ai fait ça. je vois mon MJ qui travaille un peu en faisant, OK, fuck, bon, OK, là, OK, attendez, là, vous avez fait ça. Parfait. Tu sais, ça, j'adore ça! Je sais que ça peut être rochant. Mettons, quand Ben décide de faire un truc rando. Oui. Oui. Oui, mais en étant... Pour lui, c'est des moments Oui, mémorables. c'est des moments mémorables. Ben oui. Ben, il m'en reparle. Pour nous aussi. Ben, tous les moments où il pète nos games, à chaque fois, il m'en reparle parce que c'est son moment mémorable. Mais ça le fait chier Ben, c'est ça. quand tu sais, il n'y a aucun impact dans le combat, aucun impact dans l'histoire. Lui, c'est là où il sent qu'il brille. C'est pas le cas pour tous les joueurs, ceci dit. Non. Mais je pense que c'est quand même... Écoutez, en terminant, est-ce que il y a quelques univers peut-être que vous voulez souligner par leur créativité, leur originalité, ou qui sont selon vous des mondes peut-être faciles à prendre en main? Hey. Je sais qu'il y en a beaucoup des MJ qui nous écoutent qui sont comme, ben moi je suis curieux des mondes du commerce, là, des univers officiels, mais j'ai pas le temps de lire un livre de 800 pages. Y a-t-il des univers qui sont faciles à prendre en main, qui pourraient être un bon point de départ? On n'a pas toujours le temps non plus de créer un univers homebrew à partir de rien. Non. Si on veut un squelette sur lequel bâtir, est-ce que vous avez des suggestions de bons petits mondes là, qui se prendraient peut-être simplement? Par exemple, moi, ce que j'aime beaucoup, justement, dans le contexte de commencer avec petit, d'avoir un univers préétabli puis de pouvoir le construire par après, c'est beaucoup justement dans les modules OSR qui sont très récents, modernes, parce que c'est des modules. C'est souvent des petites choses. Tu sais, je pense, exemple, au Mirror Mushman, là, les petites aventures qui ont sorti de dernières années, comme des Horrendous Hound of Edinburgh. C'est très, très bon. Qui est vraiment un contexte. Le contexte est défini, c'est comme petit, c'est la forêt avec le village et tout ça. Le reste, c'est pas défini. Là. Fait que ça peut être ton point de départ, puis ça, tu grossis ça, puis tu le fais comme tu veux. Fait que moi, je pense qu'il y a beaucoup d'univers comme ça qui sont proposés dans des modules, que c'est des prémices d'univers
Ouais. que tu peux transformer sans vraiment avoir l'impression de le briser au complet. T'as pas besoin d'expliquer les 10 000 années Non, pas tout. avant le Non. village. Tu le sais que c'est un village gothique Ouais. avec des fantômes dans la forêt. Il y a des loups, puis c'est ça. Et tu sais que le village a une histoire sombre. Ouais. Déjà, tu as un univers qui est facile à étendre si tu as le goût de faire Ouais. plus que ça. Mais Fait que, ouais, plusieurs petits modules comme ça au SR que je trouve très pertinents, dont Herbal Hounds of Edinburgh, qui est très bon. qui est très, très bon. Et mon Dieu, ça revient à moi. Ben, je trouve que ce que Daggerheart a implémenté est vraiment chouette en termes de comment créer un univers et des personnages de façon très... Tu sais, genre, tout est dans le livre. C'est super. Ils te prennent la main à chaque étape. Puis ça, je pense que j'ai pas retrouvé ça dans aucun autre jeu de rôle. Une création aussi collective et guidée. Tu sais, ça me fait penser un peu à ce que... c'est le système que tu peux faire n'importe quoi avec, là. Cypher. Non. Savage World. Il y a un plus. Fate. Ah mon Dieu, je l'ai eu, je peux pas croire! Oui, c'est ça. C'est un peu comme Fate, mais genre mis dans un système high fantasy qui fonctionne très bien. Puis après ça, avec les campaign settings, les campaign frames, à la fin, ils sont tellement... On veut toutes les essayer. On veut toutes les essayer. Puis c'est très bien. Mettons, Delicious in Dungeon, là, l'anime très populaire. Ils en ont fait un, le Beast Feast, que ça s'appelle, je pense. Ouais. Mais il y a toutes les mécaniques qui te montrent, qu'ils ont créé pour genre comment cuisiner tes monstres, puis tes recettes, puis tout. Puis t'es comme, oh my God! Ça tient sur 8 pages, je Ça pense. tient, c'est tout petit. Fait que quand on parle, moi, c'est ça ma réponse en termes de rapidité, de genre, tu veux partir un univers sans mettre tout le brain juice dedans. Tu sais, c'est léger, mais c'est assez pour partir une campagne, genre, demain matin. Tu lis les 5 pages, you good, là. Oui. Oui, puis moi, j'oserais dire même que des fois, on a l'impression que ça nous prend comme un livre, tu sais, pour bien rouler les Royaumes oubliés. Vous avez besoin du livre officiel des Royaumes oubliés. Mais tu sais, moi, Golarion, les Royaumes oubliés, ce que j'aime, c'est que ce sont des univers génériques de fantasy dans lesquels il y a plein d'histoires, de background, etc. Mais, tu sais, l'histoire fait pas de sens du début à la fin. Le lore, c'est comme construit sur des centaines d'auteurs à travers, tu sais, des décennies. Fait qu'il faut pas hésiter à ignorer le lore officiel Vraiment. et à juste partir des petites pépites d'informations du lore qui vous intriguent. Fait que je vous suggère, là, je vais mettre quelques vidéos dans la description là, de bonnes vidéos de lore sur des régions des Royaumes oubliés ou des monstres des Royaumes oubliés. Puis de partir de ça, vous avez presque juste besoin de ça pour faire rouler dans Waterdeep. Tu n'as pas besoin d'acheter le livre officiel de Waterdeep et de connaître le nom des auberges. Tu as juste besoin de connaître le vibe de Waterdeep, des intrigues comme qu'est-ce qui se passe avec le donjon du mage fou, les statues vivantes de Waterdeep, qui les contrôle, qu'est-ce qui arrive si on perd le contrôle de ces statues-là. Des fois, juste une vidéo, ça peut mettre ton imagination Ouais. en feu. Fait que je vais laisser dans la description le livre de Daggerheart pour ceux qui s'intéressent, les modules aussi des Merry Mushman qui sont tous excellents, des tout petits livres. Les plus récents qui sont sortis sont vraiment cool. Puis c'est encore plus des contextes de jeu un peu bizarres que tu vois moins souvent. Un Comme désert. L'usine de viande L'usine de de dragon. viande de dragon. C'est incroyable. C'est tellement bon. Ah, ce qu'ils font, c'est vraiment super. Fait que, puis c'est des Franco. Des Franco. Comme Germain. Comme ça. Germain. On voilà! Ouais. D'ailleurs, merci à tout le monde, Doyon, Germain, qui sont restés avec nous pour la captation. Oui. Puis merci à vous. Merci à vous deux. Et merci à vous. Écoutez, avant qu'on se laisse, Ah, y on a peut se quelque chose toucher. qui s'en vient pour Qu'on a chaud. différentes chaînes, différents projets, Ouais. quelque chose que vous voulez mettre de l'avant Mon pour Dieu, c'est les amis. vrai. J'ai oublié. Ouais. Oui, ben oui. Hey, écoutez, salut Internet, c'est moi Pépé. Il y a Sodad qui tombe en financement participatif. Là, ça va être tôt un peu, mais ça va être pour l'automne. En automne, il va y avoir le financement de Sodad, qui est un jeu sur lequel je suis co-auteur, co-designer pour les éditions dérivantes. Avec, entre autres, Mathieu, mon Dieu, j'oublie son nom déjà. Mathieu tout beau, je crois. Je suis vraiment plus sûr, mais un Mathieu, vraiment sympathique, expert en plongée, et Enzo Cavalier, que Jérémy a rencontré. Ouais. Allô, Enzo. Vraiment super cool. Je l'adore. Avec Enzo Cavalier, des éditions dérivantes, un jeu de rôle d'exploration de tours qui ont été ensevelis sous l'eau. Une espèce de post-apo solar-punk un peu, avec une mécanique de jeu originale. Financement participatif cet automne, ça s'en vient. Donc, je planche beaucoup là-dessus ces temps-ci. Beaucoup là-dessus, tester les mécaniques, voir un peu les mécaniques de plongée, comment afficher les systèmes, les ennemis, comment les résoudre, justement les conflits et tout ce que ça implique. J'ai souvent des rencontres avec Enzo très tôt le dimanche matin, alors que je suis encore très peu réveillé.
mais très pertinent. J'ai hâte de montrer le tout. C'est déjà très beau ce qui s'en vient. Donc, je vous encourage à aller voir ça. Tu vas pouvoir mettre le lien dans la description. Si tu veux. Absolument. C'est tellement excitant, ça. J'ai vraiment hâte de voir ça. Et Enzo est un amour. Enzo est un amour. Ça, c'est indéniable. Ouais. Personne. Fight us. Ouais. Et vous, messieurs, c'est des choses? Ben, Jérémy, tu as commencé à travailler sur un projet pour la chaîne Jeux de rôle, Ben d'Actual oui. Play. Ah, ben oui, puis là, vous en avez parlé dans les dernières coulisses, justement. Tu as pu amorcer la discussion, mais c'est ça, c'est officiel. On est en train je suis en train de finaliser le casting de cette nouvelle bande d'aventuriers-aventurières-là qui auront le plaisir de se lancer dans un univers homebrew Oh! complètement pour une durée indéterminée. Et ce sera coécrit avec quelqu'un de merveilleux du nom de Enzo. Pierre. Enzo Cavalier. Il ne sait pas encore, mais j'ai hâte de le dire. Non, avec Pierre-Philippe Renaud. Allô? Donc, j'ai approché Pépé, j'ai dit « Hey, j'aurais le goût de faire tel univers. » Je l'ai approché avec un mood, avec un style, Avec un style, même. les choses qu'il aime. Puis, Très clair, très défini. très clair, très défini. Ouais, tu nous en as parlé aussi très vite pour voir c'était quoi notre vibe, qu'est-ce qui nous intéressait. Exact. Puis, Pierre-Louis t'en fera partie en tant que joueur. Ouais. Donc, j'ai vraiment hâte de vous en dire plus, mais pour l'instant, c'est vraiment comme un peu secret. On est en développement, on va travailler là-dessus tout l'été, puis ça devrait partir en septembre si tout va bien. Ouais, fait que ça va être sur YouTube, disponible à tous. Oui, Fait c'est que ça. Ça vaut la peine de s'abonner, mesdames et messieurs. Oui, Oui. ouais. Oui. Ben écoute, il faut en parler, là, ça s'en vient. C'est en juillet. Ceux qui sont à Montréal, qui sont là, le 24, 25, 26 juillet, c'est le Festival ludique international de Montréal. Le Flim. Le Flim! Fait que c'est un grand festival de jeux de société et de jeux de rôle. Fait qu'on va jouer à toutes sortes de choses toute la fin de semaine. C'est sur la rue Maisonneuve à Montréal. Fait que métro Berry-UQAM. Fait que pour ceux qui s'intéressent, c'est un événement qui est 100% gratuit. Vous venez jouer à des jeux, il y a plein d'activités, il y a des spectacles sur scène, une super programmation. C'est la 2e année du festival. On va avoir des invités incroyables qui viennent d'un peu partout dans la francophonie, surtout de France. C'est pas vrai. Mais quand même! Dis Saint-Louis qui m'a dit qu'elle allait être là. Ah, ben oui! Ah, c'est québécois, ça? Alors, on va avoir beaucoup d'amis quand même, ça va être vraiment, vraiment chouette. Puis en ce moment, on est en sociofinancement, c'est la fin du socio. Fait que si vous voulez nous donner un coup de main, vous pouvez avoir un T-shirt de l'événement. Les T-shirts sont formidables. Non, c'est pas le même T-shirt que l'an dernier. Moi, je les aimais beaucoup en rose. Mais sachez-le, là, c'est un nouveau T-shirt avec la nouvelle affiche. Fait que ça va être des nouveaux T-shirts. Vous avez acheté celui de l'an dernier, vous pouvez acheter celui cette année. C'est un excellent choix. Ça nous encourage. Puis ils sont beaux. Très beau. Puis vous pouvez faire aussi Vraiment. partie du jury du pli. Fait que si ça vous intéresse de discuter avec nous des meilleurs jeux de l'année, fait qu'allez voir le sociofinancement. Il y a plein de Ouais. petites façons que vous pouvez nous aider. Faites-le. Faites-le! Faites-le. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. J'ai très hâte déjà aux prochaines actions bonus, les Moi aussi. amis. Moi aussi. J'aime ça parler de jeux de rôle. Moi aussi. Vraiment? On devrait faire une chaîne. qui parle. Drôle. Non, attends. T'imagines-tu? Ben moi, Pépé, on peut déjà faire une chaîne sur Magic. Magic the Gathering. Ah oui, c'est quoi? It's Magic. Oh! Magic, C'est magique. Je sais que je joue beaucoup. C'était quoi? Vous avez joué combien de games? Puis c'était quoi les ratios de victoire? Oh mon Dieu, on a eu le temps de jouer 3 games et une incomplète. Une est complète. Il y en a gagné 2, j'en ai gagné une. C'est ça. Celle incomplète, ça finit avant c'est comme on appelle un board wipe, fait que toutes les créatures meurent sur le jeu. On était rendu là. Narrativement, c'est un gros cliffhanger pour Ouais. finir une game. Ça ferait une belle partie de jeu de rôle. Fait que, abonnez-vous si vous voulez voir ces deux-là jouer à Magic. Dites-le en commentaire. Ben oui, pour vrai, si ça vous intéresse. Oui, dites-le. On ira à Québec, tourner chez vous. Au revoir. Bye!